On va essayer du moins. On va essayer parce qu'il a... Il y a du boulot. Et là, voilà, lui, on sent le tempérament un peu speed. Hein. On vous laisse. Alors je vais commencer. Je vais vous parler d'éco-conduite. L'éco-conduite, c'est quoi? C'est un changement de comportement sur l'utilisation du véhicule. Alors je vais passer un peu vite sur les premières phases. Je vais rappeler l'effet de serre, je vais passer un peu rapidement là-dessus. On sait que l'effet de serre, c'est une couverture en fait, qui maintient une température idéale de plus 15 degrés au niveau de la planète. Si cette couverture, on ne l'aurait pas, on aurait moins 18 degrés sur l'environnement extérieur. D'accord ? Au final, avec l'activité de l'homme, on avait un échange naturel. Aussi bien, quand vous respirez, vous générez du CO2, ainsi de suite. C'est ce que vous avez dû voir tout au long de la journée. Je n'ai pas vu les interventions de mes précédents collaborateurs. Mais il se trouve que l'activité de l'homme a rajouté un surplus de CO2, forcément. Donc l'éco-conduite va intervenir dans ce sens-là. On va vouloir, en jouant sur la consommation, réduire ses émissions de CO2. Quelques chiffres clés. Sur les émissions des gaz à effet de serre, on voit que 26% à peu près est relatif au transport. Transport, ça va être aussi bien véhicules, avions et trains. Sur ces 26% relatifs au transport, on a 92% qui sont liés à l'utilisation de l'automobile. Automobile, camions, utilitaires et ainsi de suite. Sur ces 92% relatifs à l'automobile, on voit que plus de la moitié, 55%, c'est l'automobiliste individuel. C'est-à-dire vous, moi, toutes les personnes qui utilisent un véhicule pour se déplacer. Au final, au niveau de la génération de CO2, on sait qu'un litre de gasoil va générer 2,3 kg de CO2. Un litre d'essence, plutôt, excusez-moi, va générer 2,3 kg de CO2. Un litre de gasoil sera 2,6. Forcément, en limitant la consommation liée au véhicule, on va forcément générer moins de polluants. Et l'éco-conduite, c'est ça. On va avoir sur quels doivent être les leviers sur lesquels on va pouvoir intervenir pour réduire cette consommation de carburant. L'éco-conduite, ça va être un engagement à 3 dimensions. D'abord, un engagement environnemental. Forcément, vu que la consommation de carburant, plus je consomme de carburant, plus je génère de CO2, donc forcément, on va avoir un engagement au niveau de l'environnement. Après, on va avoir un engagement économique. On va faire une maîtrise des dépenses liées au parc automobile. On va parler de carburant, d'accidents, de sinistres et d'entretien. Je reviendrai un peu plus sur 2-3 slides après, sur le côté entretien et le côté sinistre. Au départ, quand on a engagé des formations éco-conduite, le but à vous, et forcément, c'était la réduction de CO2 et la réduction de la consommation de carburant. Et en fait, au final, en faisant remonter les indicateurs, on s'est aperçu que ça avait d'autres influences bénéfiques au niveau des sinistres et au niveau de l'entretien du véhicule. Ensuite, ça va être une amélioration des conditions de travail. Moins de stress, moins d'accidents, plus de confort. On va travailler sur le comportement du conducteur. Forcément, on va avoir une conduite qui va être un peu plus souple, moins speed, je dirais. Les leviers d'action de l'éco-conduite, ça va être quoi? Ça va être d'abord le conducteur, ce qui est un peu logique. D'accord? Le conducteur, quelqu'un qui est nerveux, qui speed, forcément il va appuyer un peu plus, il va avoir tendance à appuyer sur le champignon. Il appuie un peu plus sur le champignon, on va consommer beaucoup plus. L'autre levier d'action sur lequel on va intervenir, ça va être aussi le véhicule. Le véhicule, pourquoi? Parce que les véhicules actuels, maintenant, depuis les années 2000, depuis qu'on va vous parler de command rail, d'injection électronique, il y a tout un tas de dispositifs au niveau du véhicule qu'on peut exploiter qui vont permettre de réduire cette consommation de carburant et forcément la génération de CO2. Ensuite, en éco-conduite, on va intervenir aussi sur la sécurité. En éco-conduite, ce qu'on aime bien, c'est les distances de sécurité. Pourquoi les distances de sécurité? Parce que ça va vous permettre d'anticiper, d'avoir une conduite plus souple, d'anticiper. Donc, au niveau de votre déplacement,
vous allez avoir une conduite beaucoup plus souple et un déplacement beaucoup plus fluide. En intervenant sur ces trois leviers, en fait, conducteur, exploitation et utilisation du véhicule, et en intervenant notamment sur la sécurité, ça va vous permettre de réduire la consommation de carburant et aussi la génération, et forcément, puisqu'on a les indicateurs multiplicateurs, la génération du CO2. À régime élevé, plus de consommation. Ça veut dire plus j'appuie sur l'accélérateur, plus je consomme. Ça, c'est un peu logique. D'accord ? Maintenant, on a l'injection électronique. L'injection électronique, c'est un dosage très fin entre l'apport de carburant et l'apport d'air. D'accord ? Donc, plus j'appuie, plus je vais consommer. Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'en phase d'accélération, on va passer au rapport supérieur sans attendre. Alors, je ne vous dis pas de conduire rapidement, de passer les rapports rapidement. On va être relativement modéré, surtout sur un moteur bras froid. Mais ce qu'on va voir, ça veut dire que sur les véhicules actuels, la première, déjà, ça va être sur une longueur du véhicule. La première en éco-conduite, c'est un rapport qu'on n'aime pas. Pourquoi? Parce que vous allez être une consommation qui va être presque de plus de 15 litres au 100. D'accord? Ça veut dire que la deuxième, une vingtaine de km/h, troisième, 30 km/h, et la cinquième, à 50 km/h. Alors, l'éco-conduite, dans ce cas-là, c'est surtout sur les véhicules qui sont postérieurs aux années 2000. D'accord? Le couple est beaucoup plus bas. D'accord? Ça nous permet, un peu, pour ceux qui ont passé le permis avant, où vous poussez un peu plus les rapports, dès 2000 tours minute pour un véhicule diesel, vous pouvez passer le rapport au-dessus. Sur les véhicules récents maintenant, vous avez même carrément ou une LED, une petite flèche qui vous dit quand passer le rapport. Ça va être 2000 tours pour les véhicules diesel et 2500 tours pour les véhicules essence. Là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça veut dire qu'en première, je suis au-delà de 15 litres et on voit l'utilité de passer le rapport le plus tôt possible. Cinquième, 50 km/h, vu qu'en ville, en agglomération, c'est limité à 50. En cinquième à 50 km/h, vous pouvez le faire facilement. Là, on est sur une base d'un Scénic avec un moteur 1,5 litre. Pour vous donner un peu approximativement une idée. En cas de ralentissement, on va lever le pied. Lever le pied, pourquoi? Parce que, en fait, au niveau de votre moteur, sur les véhicules qui sont postérieurs aux années 2000, quand vous levez le pied, vous êtes en consommation zéro. Je dis bien lever le pied de l'accélérateur avec un rapport enclenché. Lorsque vous roulez avec le point mort, d'abord et d'une, c'est dangereux. D'accord? Si vous n'avez pas de reprise sur votre véhicule, c'est totalement interdit. Et en plus, vous allez consommer. Vu que c'est de la gestion électronique, en fait, ben, le moteur se met dans une situation telle quelle où il envoie toujours un petit flux constant de carburant. Tandis que quand vous avez un rapport enclenché, vous relâchez le pied de l'embrayage et de l'accélérateur, vous allez être en consommation zéro. Il y a plein de situations comme ça où vous pouvez l'exploiter. Les pentes, ne serait-ce que les pentes. D'accord? Après, ça va être, c'est là où, je dirais, le côté sécurité va être intéressant. On va travailler sur l'anticipation. Avant d'aborder un rond-point, plutôt que de freiner, on va exploiter le frein moteur. En éco-conduite, on aime bien la coupure d'alimentation et le frein moteur. En cas d'arrêt prolongé, on va arrêter le moteur. Alors, c'est le fameux start and stop qu'on retrouve régulièrement sous tous les véhicules actuels. D'accord? On sait maintenant qu'avec le véhicule avant, on vous disait, si tu cales, si tu fais le moteur pour redémarrer, 1 litre de consommation. C'est plus le cas actuel. Tous les moteurs maintenant sont repensés différemment. Pour redémarrer un moteur, 5 millilitres suffisent. D'accord? Dès que vous avez un arrêt prolongé de 15 secondes, vous pouvez déjà arrêter votre moteur. Ça vous permettra de faire des économies de carburant. Alors, arrêt de moteur, attention à la sécurité. Si vous êtes arrêté à un feu rouge, je ne vais pas vous demander de vous arrêter, vous êtes dans les 3 premiers véhicules, devant arrêter au feu rouge, on ne va pas arrêter le moteur, forcément. Parce que dès que le feu va passer vert, vous allez vous mettre en situation de stress, forcément, ça ne va pas être forcément pertinent. D'accord? Mais on a des situations telles quelles, je dirais, par exemple, lorsque vous allez faire le plein de votre véhicule. On a tendance des fois à rester allumé le véhicule, et pourtant, la personne qui devant va faire le plein, il va mettre plus d'1 minute avant de faire son plein. Il y a plein de situations comme ça où on va pouvoir exploiter cette partie-là. Même sur certains véhicules, c'est pratiquement automatique.
Ensuite, au niveau éco-conduite, on va parler aussi d'entretien et utilisation du véhicule. L'entretien du véhicule est très important. On va vous parler notamment de la pression. D'accord? La pression des pneus, le pneu, c'est le seul organe qui est en contact avec le véhicule. Vous avez une pression qui est recommandée par le constructeur, il s'agit de l'appliquer. On sait qu'à peu près sur des expériences qui ont été menées, notamment, sans forcément les citer, mais Michelin, plus de la moitié des véhicules individuels sont en pneus sous-gonflés. Vous avez toujours une perte. D'accord? L'entretien du véhicule, ça veut dire aussi, l'entretien, c'est le changement du filtre à air. Vu que ça va être vous êtes sur de l'injection électronique, si votre filtre à air est sale ou mal entretenu, forcément ça va avoir une importance et un impact sur la consommation. Ensuite, l'utilisation du véhicule, ça va être plus sur l'utilisation par exemple de la clim. L'utilisation de la clim, ça va engendrer 0,5 à 1 litre de consommation en plus. Alors je ne vous dis pas de transformer votre voiture en sauna, attention, on a aussi son petit confort. Mais il y a des situations, par exemple, en dessous de 50 km/h, plutôt que d'utiliser la clim, on va rouler les vitres ouvertes, par exemple. Les bénéfices. Le premier des bénéfices, forcément, c'est l'économie de carburant. D'accord? Vu qu'on va se tempérer sur la consommation, on va faire rapidement des économies de carburant. Je ne peux pas vous donner un indicateur, mais grosso modo, ça varie entre 5 et 10%. Après, ça dépend si vous avez des porcelaines roulantes ou quoi que ce soit. D'accord? Le deuxième bénéfice, économie sur l'entretien du véhicule. Alors ça, sur l'économie sur l'entretien du véhicule, c'est plus ou moins des constats postérieurs c'est des constats postérieurs. Notamment, on intervenait régulièrement au niveau de la poste, en fait. On s'est aperçu, en fait, que sur les plaquettes de frein, les pneus notamment, vu que, on anticipe plus, on exploite beaucoup plus le frein moteur, on va moins être exigeant sur les freins et les pneus. Donc forcément, tout ce qui est organe dur de véhicule, vous le retrouvez. En plus, au niveau éco-conduite aussi, au niveau du régime moteur, on va rouler pour un régime moteur moyen beaucoup plus bas. Même à terme, pour le moteur, c'est que du bénéfice. Oui? Pardon? Le dernier bénéfice, ça va être la réduction des sinistres. Forcément, on va travailler beaucoup sur l'anticipation. Vu que vous anticipez, vous allez moins vous exposer. Moins vous exposer, forcément, les situations de sinistre s'en trouvent réduites. On estime à peu près à 10% de réduction des sinistres en pratiquant l'éco-conduite. Voilà, merci à vous. Et vous pouvez venir me voir pour tester sur un simulateur qui se trouve en bas. Ce sera avec plaisir de vous